Né et décédé à Marseille, Alphonse Muth fit de sa région le sujet majeur de ses œuvres. Il n'est pas seulement le peintre le plus représentatif du courant naturaliste provençal, il est aussi le plus sensible. Lui aussi marseillais, Paul Bistagne est mort trop jeune pour donner sa pleine mesure. Mais sa peinture, que l'on pourrait hâtivement classer dans les scènes de genre, possède une grâce et une lumière singulières. Le chemin des Ameniers à Toulon est aujourd'hui l'avenue François Nardy. Il se dit que les toiles de ce peintre, prolifiques mais peu connues, sont jalousement gardées par leurs propriétaires. Allez savoir pourquoi. Émile Loubon est le père du paysage provençal. Il eut de nombreux élèves auxquels il insuffla son sens du détail. Ainsi remarquera-t-on, dans cette vue de Marseille, les cheminées qui fument au second plan. La Durance traverse toute la Provence, du sommet des Anges jusqu'au Rhône, en passant par Sisteron, Manosque ou Cavaillon. Elle a inspiré ses plus belles œuvres au peintre Paul Guigou, natif du Vaucluse. Vincent Courdouan a peint la corniche de Tamaris en orientaliste, et l'on ne s'en étonnera pas si l'on sait que ce quartier de la Seine-sur-Mer était en grande partie financé par un certain Marius Michel, dit Michel Pacha. Edvard Munch était un drôle de type, hanté par la maladie, la mort et menacé par la dépression. Il est à ma connaissance le seul peintre qui ait réussi à faire de la baie des Anges un vrai port de l'angoisse. Tout le contraire d'un Claude Monet qui nous enchante une fois de plus avec cette vue d'Antibes. Installé au château de la Pinède, il peignit cet hiver-là une trentaine de toiles à la luminosité presque insoutenable. D'une couronne d'oliviers étendant leurs bras feuillus pour protéger le teint d'une jeune fille, le peintre danois Henri Brockmann fait un manifeste symboliste avec une science de la lumière qui évoque Monet. La Fondation Regard de Provence a organisé il y a quelques années une rétrospective Jean-Baptiste Olive qui a enchanté ses 25 000 visiteurs. Il est peut-être le peintre qui a le mieux traduit la chaleur du midi. On croirait entendre chanter les cigales dans ce tableau du pointilliste belge Theo van Rysselberghe, établi au Lavandou, qui verra sa touche, au départ proche de Seurat, s'élargir peu à peu, il n'en repartira plus. André Lotte partagea son temps entre Mirmande en Drôme provençal, où il accueillit nombre d'artistes durant l'occupation, et Gordes dans le Vaucluse, qu'il fit connaître à ses amis, dont Marc Chagall. Si les toiles de sa période fauve racontaient plutôt les nuits parisiennes, l'art d'Auguste Chabot évolua après son installation dans les Alpilles, une sorte de retour aux sources pour ce Gardois. Situé du mauvais côté du Rhône selon Frédéric Mistral, une bonne part de la Camargue ne serait pas en Provence. Les Gardois n'en ont cure, qui organisent chaque été nombre de marchés provençaux. Hubert Robert n'hésita pas de son côté à franchir le fleuve d'un coup de pinceau magistral. Il a généreusement représenté les ruines romaines de Nîmes, Orange et Saint-Rémy dans un seul et même tableau. Saint-Rémy est le paradoxe de Vincent van Gogh. Ce fut durant l'année qu'il passa à la maison de santé, dans l'espoir de soigner ses accès de démence, qu'il produisit les plus belles de ses œuvres. Ayant acquis Vauvenargues et ses 1000 hectares de montagne, Picasso prévint Kahnweiler qu'il venait d'acheter la Sainte Victoire de Cézanne. « Laquelle ?» demanda le marchand, qui savait qu'il en existait près de 80 versions. « Mais l'original !» répondit le peintre. 10 ans après Collioure et l'invention du fauvisme, Matisse choisit Nice pour y passer l'hiver. Avec humour, les Américains qualifièrent les toiles qu'il y peignit de « nice period », autrement dit « jolie période ». Félix Vallotton découvrit Cagnes-sur-Mer en plein hiver. Il s'y déclara désorienté par la lumière, mais séduit par ce coin de pays, cubiste par nature. Le contraste très fort témoigne du choc ressenti. Mais l'un des peintres qui a le mieux senti la Provence était Versailles. Fasciné par la luminosité de la roche des Alpilles, Yves Breyer y réalisa ses peintures les plus convaincantes, avec une séduisante économie de moyens.